c'était une table ronde qui était organisée par un courant du Parti Socialiste, hein, le courant Un Monde d'avance de Benoît Hamon et d'Henri Emmanuelli notamment, qui se réunit, je crois, tous les ans d'ailleurs, un peu pendant 2 jours de réflexion, et qui avait invité les écologistes à participer à cette table ronde, ainsi que d'ailleurs d'autres, notamment un communiste. Mais sinon, les autres intervenants étaient tous socialistes et tous de cette sensibilité-là. Et c'était sur à la fois les politiques d'austérité en Europe et la question de la négociation d'un accord de libre-échange transatlantique. Donc ça, parce que c'est l'actualité européenne, et puis en vue des élections européennes, très clairement. Donc moi, ce que j'ai dit, c'est que à la fois sur la question du traité TSCG, qui était un petit peu le symbole, il y a un peu plus d'1 an maintenant, de justement une politique assez contraignante ou restrictive du point de vue budgétaire, que nous ne regrettions pas, nous, le groupe écologiste à l'Assemblée nationale, d'avoir voté contre. Et à ce moment-là, on a été très critiqués, très brocardés, y compris au sein d'ailleurs d'Europe Écologie Les Verts, notamment par Dany Cohn-Bendit, mais aussi en France d'une manière plus générale, par un certain nombre de commentateurs, d'éditorialistes, qui voyaient là une façon de brader nos convictions européennes, ou que sais-je. Ce que je constate un peu plus d'1 an après, parce que moi j'aime bien qu'on fasse le bilan, l'évaluation de ce que l'on a fait, de ce que l'on a dit. On pourrait se tromper. Moi, j'accepte de reconnaître en politique si je me suis trompé. Mais là, j'aimerais bien que ce soit plutôt celles et ceux qui nous ont dit à l'époque qu'il fallait absolument respecter les 3% par exemple de déficit rapporté au PIB pendant l'année 2013, ou en tout cas en 2014, qui reconnaissent soit qu'ils se sont trompés, soit que c'était un objectif qui n'était pas du tout réaliste. Alors, peut-être qu'ils ne le savaient pas à ce moment-là. J'ai quand même la faiblesse de penser que c'était une gigantesque hypocrisie il y a 1 an, mais cette gigantesque hypocrisie, elle a même eu un côté un peu hystérique dans le débat politique français, dont on aurait pu se passer, et qui, à mon avis, contribue encore plus à éloigner les Français d'une certaine idée de la construction européenne, de la régulation européenne. Si ces traités, ils ont une valeur, s'ils ont une importance, qu'on soit capable d'en faire le bilan 1 an après. Alors je sais bien que certains nous expliquent qu'il fallait en passer par là pour ensuite négocier, d'avoir 2 ans de délai supplémentaire, et donc là, de desserrer les taux. Bon, peut-être, mais que tout ça soit explicité, c'est loin d'être le cas. J'ai l'impression que tout le monde se dit, bon, on n'en parle plus. Je constate d'ailleurs que médiatiquement, alors que ça a été un sujet extrêmement controversé il y a 1 an, en septembre en tout cas, la rentrée 2012 tournait autour de ça, plus personne n'en parle aujourd'hui, et plus personne ne s'en souvient même que ça a été le cas. Bon, c'est fait. En tout cas, moi je considère que pour nous écologistes, pour aborder les élections européennes par exemple, on peut se targuer d'avoir fait ce choix, d'avoir dit à ce moment-là, d'ailleurs, que c'était pas parce qu'on était dans l'irresponsabilité budgétaire ou dans l'idée que chacun fait ce qu'il veut dans l'Union européenne, mais que c'était pas la bonne façon de sortir de la crise. Sur la question du traité transatlantique, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, il n'est pas encore négocié, enfin qu'il est en cours, et qu'en tout cas, nous, on ne considère pas comme un fait acquis qu'il sera négocié et ensuite adopté. Et on pense même qu'il faut marquer un coup d'arrêt, d'ailleurs, avant même de porter des considérations spécifiques à cette négociation entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, un coup d'arrêt à ce que moi j'ai appelé la fuite en avant dans le libre-échange. Et en plus, moi je le dis d'autant plus que qu'il y ait une ouverture commerciale des pays dans la mesure où c'est une concurrence loyale, oui. Le bilan, là aussi il faut faire le bilan de plusieurs décennies d'ouverture des marchés avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de niveau de vie, de droit social, de droit environnemental, et aussi qui n'ont pas forcément la même monnaie et qui donc peuvent jouer de l'arme monétaire. Et c'est le cas des États-Unis, si on est concret, mais ça peut être le cas de la Chine, et ça peut même être le cas au sein de l'Union européenne. Eh bien, le bilan est négatif. Et là aussi, j'aimerais bien qu'on se tourne un peu, avant de se lancer dans une nouvelle négociation et dans une nouvelle idée que le libre-échange va apporter de la croissance de l'activité économique, on fasse le bilan de ce qui a été fait. On peut le faire sur plein de points.
Sur le TSCG, oui, il y avait sans doute une divergence entre la majorité, pas la totalité. Il y avait beaucoup de députés européens français, écologistes, qui étaient contre. Mais ils n'étaient pas majoritaires. Les Allemands, moi j'aime bien discuter avec les Verts allemands, j'ai des échanges anciens avec notamment un peu un homologue député vert allemand qui est un peu de la même génération que moi, qui est à la commission des finances au Bundestag, quand moi j'étais aussi à la commission des finances à l'Assemblée. Eh bien, lui, il m'avait bien expliqué que contrairement à la façon dont c'était présenté en France, les Verts allemands avaient décidé à une très courte majorité de soutenir le TSCG. Et alors en Allemagne ils sont plus disciplinés, donc à partir du moment où il y a eu cette majorité, l'ensemble des députés a voté pour, mais ça s'était joué à 7 voix sur l'ensemble d'un vote interne au mouvement, c'était pas un vote simplement interne au groupe parlementaire. Et par ailleurs, aujourd'hui, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un des sujets qui est débattu après les élections allemandes, où un certain nombre de responsables du parti, et non des moindres, disent on a fait une erreur, et le SPD aussi d'ailleurs, de trop accompagner et donc de soutenir en quelque sorte la politique européenne d'Angela Merkel, ce qui fait qu'au moment des élections, on a expliqué qu'on voulait faire autre chose, mais Angela Merkel nous a tout le temps renvoyé à nos votes positifs. Bon, ça c'est une chose. Sur le traité, la négociation d'un traité de libre-échange avec les États-Unis, là je pense qu'on est plutôt en phase. En tout cas je vois Yannick Jadot par exemple, qui est un de nos chefs de file, on va dire français, vert français au Parlement européen, qui mène la bataille, alors là de façon très forte, très offensive contre cette fuite en avant dans le libre-échange. Je pense que José Bové, qui est notre potentiel chef de file aussi, là, à l'échelle de toute l'Union européenne, est également sur la même longueur d'onde. Après, ouais, il y a ce que j'appelle parfois le syndrome de Bruxelles, bon, un peu sur le modèle du syndrome de Stockholm, où des gens qui sont partis de France avec des sentiments assez méfiants, critiques à l'égard de certains aspects de la politique européenne, reviennent de Bruxelles avec peut-être un sentiment, sinon de séduction, en tout cas se disent ah mais quand même c'est la construction européenne, même si elle est imparfaite, donc il faut quand même la soutenir, etc. Moi je pense qu'aujourd'hui, et c'était une des divergences fortes que j'avais avec Danny Cohn-Bendit, justement il faut vraiment rompre avec ça. Et je pense que justement la construction européenne dérive trop vers quelque chose qui n'a plus rien à voir avec ce que nous soutenons, et que donc il faut le dire. Et si on veut réorienter demain la construction européenne, il faut commencer par dire stop à un certain nombre de ces dérives, dont le traité transatlantique serait l'une des pires expressions. Moi j'ai toujours été contre la règle d'or dans la Constitution. Bon, on ne l'a pas fait d'ailleurs, mais on a fait quelque chose, une simili règle d'or par le biais d'une loi organique, censée être un peu entre la loi simple et la Constitution. Et j'ai toujours pensé que c'était une mauvaise chose parce que c'était virtuel. C'est-à-dire que cette croyance selon laquelle on va se protéger contre nos propres, en quelque sorte, nos propres penchants négatifs, nos propres travers, nos propres défauts par une loi constitutionnelle en domaine budgétaire, c'est complètement aberrant. Parce que, tout simplement, le domaine budgétaire interagit en permanence avec l'état de l'économie et qu'on est toujours rattrapé par l'état de l'économie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une influence, mais il y a des moments où on voit bien que là, en matière de niveau d'activité économique, donc de niveau de rentrée fiscale, donc de niveau d'équilibre budgétaire, on ne peut pas échapper à la réalité, quelle que soit la règle constitutionnelle, législative ou de traité européen qui est mise en œuvre. Après, il y a là sans doute plusieurs conceptions, y compris d'un point de vue presque culturel en Europe, où d'autres pays croient davantage à cela, notamment l'Allemagne, et du coup aurait un peu tendance à vouloir l'imposer dans toute l'Europe, sachant que je pense que là aussi, il y a un jeu politique. C'est-à-dire que l'Allemagne de Merkel dit à son peuple, dit, regardez, moi je suis inflexible parce que je leur demande d'adopter les mêmes règles. Elle sait bien que dans le fond, ça n'aura pas forcément beaucoup plus de réalité dans l'application. Mais au moins en termes d'affichage, vous voyez, comme moi je défends les intérêts de l'Allemagne, puisque je leur demande de faire les mêmes efforts que nous et de s'appliquer les mêmes règles. Bon, c'est un jeu un peu aussi d'affichage de puissance en quelque sorte. Mais après, moi c'est pour ça aussi que j'ai toujours dit que ceux qui montaient au rideau, aussi en disant on ne pourra plus rien faire, on sera pieds et poings liés, parce que mentaient aussi.
faisait aussi de l'affichage, parce que dans le fond, on est rattrapé par la réalité dans tous les sens, c'est-à-dire ceux qui nous ont expliqué qu'il faut absolument faire les 3% et on va tout faire pour les faire, sont rattrapés par la réalité, mais ceux qui disaient on ne pourra plus rien faire, évidemment, et j'ai entendu ça à chaque occasion, à chaque traité européen, on nous a expliqué que c'était l'apocalypse et que d'ailleurs on ne pourrait plus rien faire. Évidemment que c'est pas le cas, sinon on arrête de faire de la politique. Non, heureusement. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer dans cette voie de traités contraignants, mais souvent inappliqués, ce qui finit, à mon sens, par saper complètement la valeur de la parole politique, puisque un certain nombre de dirigeants politiques expliquent que c'est très important, puis finalement eux-mêmes, ou en tout cas d'autres après eux, ne les appliquent pas. Oui, nous sommes fédéralistes, moi je suis fédéraliste depuis toujours, dans le sens où je pense, et là je pense que c'est important de le dire par rapport à la construction européenne, que le fédéralisme permet aussi de bien cerner les compétences de chacun. Et donc paradoxalement, je ne suis pas tellement favorable à ce que le niveau européen interfère en permanence dans les affaires nationales, mais non plus à ce que le Parlement national cherche toujours à dire son mot sur les affaires européennes. Je pense que ça, c'est une confusion qui est née du mode de construction européenne qui a été fait jusqu'à présent et qui, dans le fond, n'est pas du tout fédéraliste, mais, contrairement à ce que disent certains, mais très intergouvernemental. Et du coup, très imbriqué, mais aussi très hypocrite d'ailleurs, puisqu'évidemment, les gouvernements nationaux disent, quand ça les arrange, nous avons obtenu ça au niveau européen, et quand ça les dérange, on nous a imposé, mais nous, on n'était pas favorables, et puis d'ailleurs, du coup, dans les parlements nationaux, et du coup, les élus eux-mêmes n'assument pas devant leur population les décisions, y compris, finalement, auxquelles ils ont participé. Mais comme on ne sait plus très bien, tout se mélange, pouvoir du Parlement européen, pouvoir de la Commission, pouvoir des chefs d'État et de gouvernement qui eux-mêmes, normalement, sont investis par leur Parlement national, eh bien, tout le monde peut se déresponsabiliser, se défausser. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de pire en politique que la défausse, et notamment dans sur les questions où il y a une imbrication européenne. Donc, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de domaines bien délimités où il faudrait plus de pouvoir européen. Et donc, oui, ouais, disons-le, des abandons, en tout cas des transferts de souveraineté. Et moi je dis dans ces cas-là, souveraineté partagée, souveraineté retrouvée, c'est-à-dire que ce serait aussi une façon de retrouver de la souveraineté que de le faire au niveau européen. Mais là, ça passe, il faut être concret. Il y a la vision rêvée d'un fédéralisme, et j'entends qu'on va nous sortir une nouvelle constitution, groupe Spinelli, etc. Je veux bien, mais c'est complètement décalé avec la réalité d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'acteurs politiques qui sont vraiment en mesure, comme à une époque, Kohl et Mitterrand, avec Delors, qui disaient, voilà, on va bâtir un traité, puis on va le signer, puis on va le faire adopter, puis il va y avoir des résultats concrets. La monnaie unique, ça a été un résultat concret. Le marché unique, c'était des résultats concrets. Depuis ces traités-là, il n'y en a plus de traités qui donnent des résultats concrets. C'est dramatique, d'ailleurs. Dans le pouvoir à 3, aujourd'hui, le ménage à 3, Parlement européen, Commission, gouvernement, en fait, c'est très souvent des accords entre les gouvernements et la Commission. Le Parlement, du coup, n'est plus là que pour accompagner, souvent, en plus avec cette co-gestion PPE, PSE, droite-gauche, enfin les deux principaux partis à droite et à gauche, qui accompagnent le compromis gauche-droite qui existe dans l'intergouvernemental. Tout ça ne produit plus rien aujourd'hui, plus rien. La Commission est extrêmement faible politiquement, c'est-à-dire que depuis Delors, on cherche toujours celui ou celle qui s'affirmerait. Les nouveaux systèmes qui ont été mis en place, présidence, ministre des Affaires étrangères, pareil, totalement faible. Les gouvernements, c'est pas qu'ils sont faibles, parce qu'il reste finalement ceux qui ont le plus la main au niveau. Mais comme ils se mettent pas d'accord et qu'ils ne sont pas dans une force motrice, il ne se passe rien, et le Parlement n'a pas les pouvoirs pour avancer. Donc moi, au-delà de la vie rêvée d'une fédération européenne, je pense qu'il faut être pragmatique et en disant on donne plus de pouvoir au Parlement européen, on parlementarise progressivement, on parlementarise l'Union européenne, et chaque fois qu'on avancera dans le sens d'une parlementarisation, on aura fait œuvre utile. Et moi, je pense après qu'il faudrait que les États et les gouvernements, notamment le gouvernement français, prennent des initiatives, et que ce n'est pas possible à 28. Moi, je pense qu'il faut, en quelque sorte, de ce point de vue-là, il y a eu l'élargissement de l'Union européenne, et qui a tué
le fait qu'il y ait une capacité d'union politique, parce que Delors l'avait dit, si on ne fait pas l'approfondissement avant l'élargissement, avec les règles d'unanimité ou même de majorité qualifiée, etc., on se paralyse. C'est la vision britannique pour moi qui est en train de gagner, si ce n'est déjà fait. C'est-à-dire l'Union européenne, vaste marché. Chaque fois qu'on fait un élargissement, de ça, mais moi j'aurais été, bon, c'était pas la position majoritaire, je me suis rallié, mais j'aurais été pour que symboliquement on vote contre, d'ailleurs, un élargissement à la Croatie, demain à la Serbie, etc. À chaque fois il y a des bonnes raisons, et moi qui étais aussi très engagé lorsqu'il y avait le conflit en ex-Yougoslavie, bien sûr, il y a des bonnes raisons historiques, mais du coup, on continue à diluer l'Europe. C'est pour ça aussi que je le dis, même si c'est pas, je suis assez peu favorable à ce qu'on envisage l'élargissement à la Turquie, parce que je pense que dans un cadre comme celui d'aujourd'hui, c'est la mort politique de l'Europe. Et donc je suis au contraire pour que l'on refasse des choses. Alors est-ce que c'est à 6, à 9 ou à 12, il n'y a pas de chiffre fétiche hérité de l'histoire, mais qu'on trouve un groupe de pays européens qui disent, nous on fait des choses ensemble, et du coup, on les fait beaucoup moins nombreux. Et donc oui, une Europe à plusieurs vitesses et à cercles concentriques. Si on ne fait pas ça, je pense que pragmatiquement parlant, ce sera la vision britannique qui aura totalement triomphé. C'est-à-dire que l'Europe politique n'existera pas, même la gestion de l'euro ne marchera pas, et ainsi de suite. Et là, on peut même craindre, en effet, un délitement qui ira jusqu'à un démembrement, d'ailleurs, de l'euro, parce qu'en effet, certains pays penseront que ce n'est plus leur intérêt, qu'il faut qu'ils retrouvent l'arme monétaire pour retrouver un peu de compétitivité ici, un peu de marge de manœuvre là. Donc, l'objectif fédéral, il reste, et d'ailleurs, moi je pense qu'une façon d'avancer quand même vers là, c'est donner plus de pouvoir au Parlement, prendre des initiatives sur des thématiques par un groupe de pays, et non pas en cherchant les 28, ce qui est une impasse. Enfin, à mon avis, c'est condamné à la paralysie politique de l'Union européenne. On parle de l'Europe de la défense, moi je suis à la commission de la défense maintenant à l'Assemblée nationale, c'est une vue de l'esprit, l'Europe de la défense, et c'est doublement une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit parce que comme il n'y a pas d'Europe politique, s'il y a bien un domaine où il faut faire de la politique avant de faire des initiatives, c'est bien la défense, parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui décident et qui soient légitimes pour décider. Qui serait légitime aujourd'hui pour décider d'abord de créer une armée européenne, puis ensuite de l'engager sur des territoires extérieurs? Personne au niveau européen, personne n'a la légitimité, donc ça n'existe pas. Et deuxièmement, qui a envie de le faire? C'est ça aussi. Bon, on me dit, il y a pas d'Europe, c'est vraiment triste, il n'y a pas d'Europe de la défense. Oui, mais qui a envie? Et je pense qu'en plus, la France n'est pas le pays qui a le moins envie. La France serait prête, y compris pour des raisons d'ailleurs parfois budgétaires, de partager l'effort. Et qui a envie? Et notamment l'Allemagne, par exemple. Même la Grande-Bretagne, à la limite, peut-être un peu plus, mais en restant par ailleurs très lié aux États-Unis et en étant comme la Grande-Bretagne est hostile à une union politique, même restreinte, il ne s'engagera pas plus dans un rapprochement des armées. Donc ça n'existe pas non plus du point de vue industriel du coup. Le seul exemple, c'est la 400M, qui est un avion de transport dérivé de l'Airbus A380 et qui a eu beaucoup plus de mal à déboucher que la 380 dans le domaine civil. Pourquoi? Parce que chaque pays avait ses spécificités et disait moi je veux bien, mais je voudrais qu'il ait telle forme, mais ce ne sera pas à la même date, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté commune. S'il n'y a pas de volonté commune, il ne peut pas y avoir de choses communes. Donc je pense qu'il faut arrêter d'ailleurs d'être uniquement sur on va faire une constitution, etc. C'est des vues de l'esprit, ça n'existe plus, il n'y a pas de volonté pour faire ça. Donc il faut faire les choses à l'échelle restreinte, mais je sais que chez les écologistes ça fait débat. Par exemple, je pense que Cohn-Bendit n'est pas sur ça. Mais on est encore à courir après des choses, en gros, qui étaient peut-être valables il y a 20 ans, mais qui ne sont plus du tout aujourd'hui. Alors, ou alors on me retrouve un Delors pour la Commission européenne, c'est une vraie question. Est-ce que Martin Schulz, qui semble être le candidat des socialistes, tournant de la gauche, il peut être un Delors? Je n'en sais strictement rien, j'en doute fort. Est-ce qu'il y a un candidat plutôt de sensibilité conservatrice? À la limite, moi, si c'est les conservateurs qui ont la majorité, moi en plus, parlementariser l'Europe, c'est pour avoir une majorité, une opposition, arrêter la cogestion, qui est aussi la mort de la politique en Europe. Et est-ce qu'il y en a un candidat conservateur qui incarnerait ça? Je ne vois pas. La dernière fois, ça a été Barroso. Ce qu'on avait dit, la Cohn-Bendit avait mené la bataille contre la reconduction de Barroso, il avait raison. Ce qu'on avait dit, c'est vérifié. Barroso
très faible, commission faible, et aucun progrès dans la seule chose, c'est voilà, qu'est-ce que veut faire Barroso, quel veut être son bâton de maréchal avant la fin de son mandat, c'est la négociation d'un accord. Ah, il est fidèle à ses convictions, il est fidèle à sa ligne de toujours, hein, de faire du libre-échange et avec les Américains. Hein. Il y a quand même une petite avancée, c'est pour ça qu'y compris le TCE dans sa version édulcorée et voté après coup dans les mauvaises conditions, on verra si le Parlement européen s'affirme dans en gros l'investiture qu'il aura donnée au président de la Commission. Et on verra si les partis politiques jouent le jeu d'avoir leur candidat avant les élections européennes, même si ce n'est pas une élection directe, qu'au moins une partie de l'enjeu des élections européennes soit quand même de dire, voilà, nous, députés européens écologistes, socialistes, conservateurs, etc., voilà, qui est-ce que nous soutiendrons à l'échelle, lors de la constitution de la Commission. Mais il y aura une vraie question aussi, est-ce que les forces nationalistes d'extrême droite vont peser d'un tel poids que soit elles bloqueront, soit elles tireront dans un sens. Est-ce que ce sera dans une alliance de fait avec les conservateurs, ou est-ce qu'au contraire ça déportera de nouveau un compromis entre les conservateurs modérés et les socialistes? Je ne sais pas. Oui. Une plus grande. Et je pense que ça sera un mouvement progressif, mais en plus, contrairement à ce qu'on dit, le Parlement européen n'est pas traversé que, en quelque sorte, de sensibilité nationale. Souvent on dit, ça dépend des sujets. Oui, sur certains sujets, il y a des sensibilités nationales qui dépassent la gauche et la droite. Mais en revanche, sur la plupart des grands sujets, on retrouve quand même des majorités qui se déplacent plus ou moins de la gauche vers les libéraux, la droite modérée, ou de la droite vers les libéraux et la gauche modérée, mais quand même, ça revient à des choses qui sont globalement des grands blocs de gauche, de droite, et alors bon, il y a la question du poids de l'extrême droite. Je pense que ça créerait plutôt de la confusion. Parce que si on veut réintroduire les parlements nationaux dans le jeu, on va complexifier la chose à l'extrême. Donnons plutôt clairement des pouvoirs limités, mais des pouvoirs au Parlement européen. Ok, merci.